N'importe qui peut prendre une caméra, faire une vidéo, trouver une étude, dire quelque chose qui va être partagé des centaines de milliers de fois et qui va devenir quelque chose, une idée reçue, qui va être difficile à combattre. On est face à des situations où on contraint les gens à adopter des nouveaux gestes qui sont basés sur la science, sur des études, sur des personnes, des laboratoires, des gens qui ont des vies aussi, qui ont des conflits d'intérêts, qui ont plein de choses. Et du coup, ces gens-là se disent, ils ont raison, qu'on peut aussi essayer de s'approprier ce savoir. Et malheureusement, il y a des embûches. Mon travail, c'est d'être en fait le pont, la frontière entre ce monde universitaire académique qui est très codé, qui est complexe et qui a toutes ces subtilités qui font qu'une étude peut vite nous jouer des tours, vers la population qui est dans son train-train, dans sa vie, dans ses problèmes quotidiens, et qui d'un seul coup doivent adopter un nouveau comportement, porter un masque, se faire vacciner. Pourquoi? Quelles sont les études derrière? Ces autorités-là, quelle valeur ont-elles? Donc là, il y a tout un travail qui est de, je pense, nourrir déjà une confiance, jouer une transparence. Si on n'a pas cette transparence, on va nourrir le doute. Le doute va faire que les gens vont chercher des informations par eux-mêmes. Ils vont aller sur des canaux qui ne sont pas officiels, ça forcément, mais qui vont être plus ou moins discutables en rigueur et en solidité. N'importe qui peut prendre une caméra, faire une vidéo, trouver une étude, dire quelque chose qui va être partagé des centaines de milliers de fois et qui va devenir quelque chose, une idée reçue, qui va être difficile à combattre. Ces études peuvent être accessibles, on peut réussir à les trouver, à les lire, c'est de l'anglais. Parfois on a des études qui sont en français même, comme Epiphar qui vient de publier un truc sur la vaccination récemment. C'est encore plus simple, mais après, décrypter une méthode scientifique qui se base sur un échantillonnage, sur un protocole médical, on est sur une évaluation thérapeutique, avec des groupes. Voilà, les gens ont découvert, avec la crise, le groupe contrôle, le placebo, l'essai randomisé, des gros mots qui étaient vraiment inconnus de tout le monde dans la majorité du temps. On a découvert aussi les études observationnelles. Mais tout ça, derrière ces mots un peu barbares, un peu techniques, c'est une méthode, c'est des analyses statistiques, c'est des lois normales, c'est des seuils de significativité, c'est des appariements statistiques, c'est des corrections. Enfin, c'est des choses qui sont... même pour moi qui ai l'habitude de le faire depuis une dizaine d'années, un peu plus, qui sont parfois très compliquées, qui dépassent mon champ de compétences dans beaucoup d'endroits. Alors pour une personne qui se lance, pour moi c'est pas impossible, mais elle va peut-être avoir la sensation de comprendre quelque chose, mais beaucoup de choses vont lui échapper. Et des choses qui sont importantes et qui vont au final remettre en cause tout simplement la validité des conclusions et de l'interprétation qu'on peut faire de cette étude. Souvent, les résumés des études sont accessibles. Ce sont 500 mots qui sont écrits justement pour être percutants et qui sont gratuits, eux, pour le coup. Et souvent, quand on fait un débat et qu'on gratte un peu, on dit « Mais est-ce que tu as lu l'étude déjà ou tu t'es arrêté au résumé ?» « Ah oui, je suis arrêté au résumé. »« T'as lu la discussion ?»« Oui. »« Mais est-ce que tu as lu la méthode ?»« Ah oui, non, mais la méthode, c'est le plus chiant, c'est le plus compliqué. » Et au final, voilà, une mauvaise méthode va faire une mauvaise étude et va faire des résultats qui ne seront absolument pas interprétables et qui vont possiblement induire en erreur des politiques de santé publique. La science, la médecine, à travers la publication des études scientifiques, se corrige, elle n'est pas parfaite, il y a les systèmes de rétractation. Une étude va passer ce qu'on appelle le peer reviewing, là aussi les gens ont découvert un peu le terme de relecture par les pairs, et là on a découvert les pairs. Sauf que les pairs, ce sont deux personnes, parfois une, parfois trois, qui vont relire le travail d'un chercheur. Ils sont indépendants, anonymes, parfois pas, et on se rend compte que ce filtre, il est là, il a le mérite d'exister, mais il n'est pas parfait. On est face à des humains, et parfois il y a des études, il y a des mauvaises études qui passent, parce qu'on va les donner à des mauvais pairs, ou à des pairs qui ont pris ce travail un peu à la légère, parce qu'ils font ça bénévolement. Ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas connues. Le chercheur doit payer pour publier son travail, qui sera ensuite payant, et qui revient à la société éditrice. Enfin bref, du coup, ce qui fait que des erreurs arrivent. On a l'exemple de l'hydroxychloroquine avec l'étude publiée dans le Lancet. Donc le Lancet, c'est quand vous avez un chercheur qui est publié dans le Lancet, c'est la consécration d'une vie, parce que c'est le journal le plus réputé, le plus prestigieux au monde en médecine.
Quand une étude est publiée dans le Lancet, elle fait foi. Mais cette étude-là, on s'est rendu compte après quelques semaines d'investigation, même quelques jours, parce que beaucoup de gens s'y sont mis, voilà, que les données n'étaient pas sincères. Il y a eu des demandes faites aux chercheurs, et c'est remonté à une société, cette société n'a pas voulu fournir les données. Devant la possibilité de faire un audit, on estime qu'on ne peut pas être sûr de l'authenticité des données, de la conclusion, on rétracte l'étude. Le mal est fait, elle a été publiée dans un sens ou dans un autre. On a l'étude fameuse publiée par l'Institut l'IHU à Marseille sur 40 patients, publiée dans un journal de très mauvaise qualité qui a eu un retentissement international. Pourquoi? Pas parce que c'était un bon journal, pas parce que c'était une bonne équipe de recherche, pas forcément brillante, mais parce qu'ils avaient une communication énorme et ils lui ont donné cette aura. Ça peut aller par le journal, ça peut aller par des groupes privés, des vidéos YouTube bien faites, qui fait que ces études auront un retentissement et seront vues de tout le monde et vont faire que d'autres chercheurs vont se pencher sur ce sujet.